Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Je suis très honoré de vous livrer une réflexion sur l'intégration des étudiants internationaux pendant et après leurs études. Donc aujourd'hui, cette conférence vise à faire valoir aux étudiants étrangers les nombreux atouts dont ils disposent, mais en même temps les défis auxquels ils devaient être confrontés aussi pour intégrer le marché de l'emploi ou même aussi au niveau des études. J'ai vu une mobilité étudiante internationale qui montre aussi une présence très importante également de l'immigration à travers le fait étudiant. Donc on parle de 3 millions d'étudiants de 2003 à 2008 et selon l'UNESCO, en 2020, ce sera autour de 7 millions d'étudiants et cela marque aussi une certaine concurrence de l'immigration de manière générale puisque le Canada s'inspire aussi de l'Australie pour sa politique migratoire en ce qui concerne le recrutement des étudiants étrangers, en ce qui concerne les immigrants investisseurs, en ce qui concerne également les travailleurs temporaires, en ce qui concerne aussi le recrutement des immigrants sur la base du programme régulier. Donc, une mobilité étudiante internationale qui est présentée par des personnalités très influentes. Je donnerai les noms tantôt pour vous dire à quel point vous êtes courtisés en fait par les membres en fait, de la société d'accueil qui voient en la présence des étudiants internationaux comme une source économique, source d'influence également, une forme d'attractivité et d'autres informations en fait, qui seront données au cours en fait, de cette présentation. Donc, mais aussi le Canada ou le Québec d'une manière générale accueille en fait, l'immigration dans une perspective interculturelle puisque quand on arrive dans une société, il y a en fait un certain nombre d'éléments, un certain modèle d'intégration, nous y reviendrons tantôt également. Mais l'immigration québécoise et canadienne est caractérisée aussi par un contexte de déqualification professionnelle. Quand Youssouf Baldé a lu en fait deux de mes articles qui ont été publiés dans le journal Halima, la déqualification professionnelle et la précarisation des immigrants, travailleurs qualifiés, l'autre article, c'était en fait sur accélérer l'intégration des immigrants. Youssouf me disait, mais nous vivons la même chose que les immigrants qui ont été choisis sur la base en fait, régulière de l'immigration. Donc ça m'a amené à une certaine réflexion. Si les étudiants étrangers vivent la même situation, donc de chômage, de racialisation de la pauvreté, de précarisation, de salaires très bas, peut-être qu'aussi au niveau de leur démarche, il y a des éléments qui ne sont pas maîtrisés ou qui ne peuvent pas valoriser d'une certaine façon devant un employeur, puisque c'est important de séduire, convaincre et rassurer un employeur. Peut-être aussi quand ils vont chercher un emploi, il y a une façon aussi de présenter le CV qui ne correspond pas aux normes et règles québécoises, malgré qu'ils soient dans cette société et que aussi le simple fait d'être en contact avec des réseaux privilégie également le recrutement. Peut-être aussi ils n'ont pas été bien encadrés, bien coachés. Peut-être aussi ce n'est pas aussi une question d'être au bon moment, au bon endroit. On en reviendra également. Donc, il y a un élément de plus chez les étudiants étrangers, c'est qu'au niveau, par exemple, des immigrants qui ont été choisis sur la base régulière, programme régulier, c'est-à-dire qui sont passés qui ont fait leur démarche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, contrairement au programme de l'expérience québécoise qui est 20 jours. Donc, ces immigrants-là, on leur demande en fait une formation de mise en niveau, de formation d'appoint par les ordres professionnels et les employeurs. Les étudiants étrangers ne sont pas considérés par cette situation parce qu'ils sont déjà dans des formations qui répondent aux besoins ou aux exigences des employeurs québécois. Quand on arrive aussi dans une société, évidemment, on intègre aussi un débat. Donc, le débat aussi, c'est un contexte identitaire, puisqu'on est étudiant étranger, mais malgré le fait qu'on soit étudiant étranger, quand il y a des débats qui se posent, on est d'une façon ou d'une autre aussi interpellé par ce débat, qu'on soit étudiant, parce que quand quelqu'un vous rencontre dans la rue, il ne sait pas si vous êtes étudiant ou si vous êtes immigrant d'une certaine façon, d'où une certaine compréhension en fait, du modèle identitaire en fait, qui existe également. Le temps ne me permet pas d'approfondir en fait, ces éléments et tout, mais peut-être on aura l'occasion dans la période des questions d'y revenir là-dessus, mais il y a une certaine particularité, une certaine spécificité également du modèle d'intégration québécois. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un besoin d'une nécessité de redéfinir également ce modèle d'intégration, puisque la diversité devient de plus en plus grande. Et la diversité qui est une source de richesse peut amener parfois aussi des tensions.
Ce qui fait qu'il faut, d'une certaine façon, s'entendre sur une façon de vivre, ce qu'ils appellent le fameux vivre ensemble harmonieux, mais en même temps aussi sur un certain nombre de codes culturels, sur un certain nombre de règles. Donc, sur le plan ethno-culturel, il y a plus de 215 origines ethniques du Canada, selon le recensement de 2006. Moi, je me base la plupart du temps sur le recensement de 2006. Djibril est là comme chercheur, comme enseignant, il comprend pourquoi. Parce que le recensement de 2011 est biaisé d'une certaine façon. Puisqu'on a eu affaire en fait à non pas un questionnaire qui était long et obligatoire, mais aussi volontaire. Et même les petites communautés se sont offusquées du fait que le recensement ou en fait l'échantillonnage de 2006 où les critères soient changés et tout. Donc, le recensement de 2006 est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus crédible pour les chercheurs et pour les analystes. Mais cela ne va pas empêcher parfois qu'on fasse une comparaison avec le recensement de 2011. Donc 19,8% de la population canadienne également, une ethnicité ou une diversité qui va être encore beaucoup plus grande dans les années à venir, selon les projections d'ici 2031. C'est pourquoi dans le débat identitaire, il y a une certaine crainte et tout, parce que les gens vont dire, ben, écoutez, de plus en plus, l'immigration va prendre une très grande place, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais en même temps aussi, quelles sont les règles pour qu'on puisse vivre ensemble de façon harmonieuse également? C'est ça aussi la définition, mais tout le monde n'est pas d'accord sur une règle par rapport à une autre également. Donc, si on s'en tient par exemple à ces projections démographiques d'ici 2031, on verra par exemple que des groupes de minorités visibles. Les groupes de minorités visibles sont définis en fait par la loi comme des personnes qui appartiennent par exemple ou qui sont originaires de l'Afrique, d'Haïti également, du Maghreb également, les Sud-Asiatiques. C'est ce qu'on appelle les minorités visibles. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan sociologique, il y a certains qui vont dire minorités racisées. Donc, mais on n'est pas aussi d'accord sur l'appellation également. Est-ce que minorité visible, minorité racisée, minorité ethnoculturelle, ou québécois, ou néo-québécois, ou néo-canadien. En tout cas, il y a une formulation au niveau de la terminologie, parfois qui fait débat aussi. Donc, on regarde également au niveau de la représentation des minorités visibles. On parle de 63% de la population à Toronto, 59% à Vancouver et 31% à Montréal. Donc, on voit toujours que l'Ouest canadien occupe encore une place beaucoup plus prendre au niveau, par exemple, de l'immigration. Donc, les modèles d'immigration, vous les voyez ici. Comme je vous ai dit, le temps ne va pas me permettre d'aller en profondeur sur ces concepts-là. Mais on parle de melting pot aux États-Unis. Ici, les gens disent multiculturalisme. Au Québec, on parle de Québec interculturel. Maintenant, les deux principaux partis politiques ne s'entendent pas sur la définition réelle, en fait, de l'interculturalisme. Parce que pour certains, en fait, l'interculturalisme se résume justement à ces trois valeurs essentielles, la primauté du fait français. D'autres disent on ne devrait pas parler de la primauté du fait français, mais le français langue commune. D'autres adeptes aussi disent non, pas langue commune, le français langue d'usage. Donc il y a une nuance là-dessus. On parle aussi de l'égalité homme-femme. Jean Charest disait l'égalité homme-femme est une valeur universelle. En Ontario également, c'est une valeur qui est prônée. Les groupes féministes disent non, il y a eu en fait un recul de nos droits et on est en droit de dire que par rapport à nos acquis également, il faut qu'on lutte pour préserver cela. Et pour ceux qui ne sont pas là, c'est ça qui a amené un débat sur la crise identitaire, le débat sur les accordements raisonnables ou déraisonnables, ensuite la charte des valeurs canadiennes également est intervenue là-dessus. Donc il y a un autre aspect qui définit selon certains l'interculturalisme, c'est-à-dire la laïcité. La laïcité, certains disent est-ce que c'est une laïcité ouverte? Ça, c'est le Parti libéral du Québec qui parle de laïcité ouverte. D'autres, ils disent laïcité tout court, c'est le Parti québécois. Les électeurs, pour l'instant, ont tranché cette question, mais cette question revient en suspens parce qu'en même temps aussi, il y a quand même une certaine accalmie, mais à un certain moment, dès que des dossiers sur les accordements déraisonnables, entre guillemets, vont ressurgir, on va revenir en fait sur ces éléments. Ensuite, également, on parle de multiculturalisme canadien. C'est une juxtaposition des cultures également. Et dans la redéfinition même du modèle canadien, on parle de trois peuples fondateurs. On parle du fait français, du fait anglais et aussi également des Premières Nations également. Et là, en fait, ça se différencie un tout petit peu de ce multiculturalisme qui est prôné par Trudeau père, parce que Trudeau père est le père en fait du multiculturalisme canadien, et en même temps avec le virage conservateur, il y a une certaine approche, une autre dynamique également. On parle du multiculturalisme de la Grande-Bretagne ou du modèle communautaire, et en Grande-Bretagne, on a vu comment on acceptait même les personnes qui avaient l'habitude de faire des prêches très en fait, controversées pour, par exemple, en dehors ou encore contre même la population d'accueil.
Et en même temps, en Angleterre, on acceptait ça, ce qui est impossible, et au Canada ou au Québec de manière générale. La France assimilationniste jacobine, une et indivisible. Donc ce modèle-là, on ne veut pas de ce modèle, comme on ne veut pas en fait d'un modèle où on dit que tout est permis. L'entre-deux reste l'interculturalisme. Et selon moi, la définition que je fais de l'interculturalisme est une manière de pouvoir profiter ou en tout cas reconnaître les aspects positifs de la société d'accueil, tout en ne reniant pas nos valeurs de la culture de nos cultures. Parce que c'est hyper important, puisque aussi le dialogue interculturel est une responsabilité de chacun. Et le documentaire également d'Élise tout à l'heure montrait également qu'on a à apprendre de chacun. Et c'est hyper important, le monde moderne se construit sur cette diversité-là. Ce qu'il faut retenir en fait dans tous ces concepts, c'est la contextualisation de ces concepts. Qu'on parle d'interculturalisme, de multiculturalisme, qu'on parle aussi du modèle français, ces concepts s'adaptent au niveau de leur temps, au niveau aussi de leur philosophie, au niveau de l'histoire. C'est pourquoi quand on a voulu parler ici de laïcité, le modèle français laïque est complètement différent du modèle québécois parce que la laïcité est inscrite même dans l'article 1er également de la Constitution française et la France a une histoire que ne partage pas le Québec. Donc chaque peuple traduit en fait au niveau de ses valeurs la façon dont on accueille en fait les personnes immigrantes, mais aussi la façon aussi dont le modèle d'intégration devrait se faire. Donc comme dans toute société, les individus vivent avec leur ressemblance tout en ne niant pas leur particularisme, effectivement. Et ce que je disais tantôt, il n'y a pas de consensus sur cette définition-là. Mais il faudra retenir que le Québec est une société inclusive basée sur le consensus et le compromis. Quand on dit consensus et compromis, c'est hyper important. On ne parle pas d'unanimité, mais de consensus et de compromis. Et ça, dans la recherche d'un emploi, pour quelqu'un, aussi bien étudiant étranger, qui décide de suivre de choisir de travailler au Québec, au Canada, c'est hyper important de comprendre cette logique-là dans la façon aussi d'intégrer le marché de l'emploi parce que les employeurs vont vous poser un certain nombre de questions qui font allusion à cet aspect.